Donc, dans ce récit de l'histoire, hier, je vous ai parlé, j'ai dressé le fil du XXe siècle. Et bon, j'ai oublié des choses importantes, bien sûr. Donc aujourd'hui, je voudrais un peu rectifier quelques points, peut-être quelques erreurs. Alors, on a parlé du mouvement turquiste avec Ali Bashhamba, qui fonde le parti Jeunes Tunisiens, qui est un peu à l'équivalent. Ensuite, nous avons parlé des événements du Gellez de 1911 avec les incidents communautaires entre les communautés tunisiennes musulmanes et italiennes. Ensuite, il y a la Première Guerre mondiale. Je vais parler du cabotage aussi, des bateaux djerbiens qui ne pouvaient plus aller en Libye, et ça crée une tension. Et donc, ça a éloigné un peu plus les Djerbiens de la Libye, mais nous avons trouvé de nouvelles débouchés en Algérie avec la coopération française. Ensuite, il y a la Première Guerre mondiale. Je n'en ai pas parlé. Et en fait, nous avons eu 62 000 Tunisiens qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Et je crois qu'il y a eu 18 000 Djerbiens dans les concessions. Je dois revoir les chiffres, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr pour les Djerbiens, mais je sais que les Djerbiens ont beaucoup participé à cette Première Guerre mondiale. Enfin, Djerbiens au sudiste, bon, entre parenthèses, l'information. Donc, 62 000 Tunisiens ont participé à la Première Guerre mondiale, sans oublier qu'il y a eu 25 000 aussi qui ont travaillé dans les champs et dans les industries pour faire tourner les usines à ce moment-là. Alors, bon, il va sans dire que les Tunisiens qui faisaient partie du bataillon d'Afrique ont été envoyés en première ligne dès qu'ils arrivaient. C'était vraiment les premières lignes du front et donc ça a été extrêmement cruel parce qu'on sacrifiait ces troupes et on prenait même pas la peine de les rencontrer. Et voilà. Et donc, alors combien sont revenus, quels étaient leurs faits d'armes, je ne sais pas. Ça mériterait peut-être l'étude parce que ça, quand même, ça concerne notre chair et notre sang. Ce sont des gens qui ont donné leur sang. Il y a eu des monuments commémoratifs par rapport à leurs exploits. Il y a eu des médailles qui ont été données. Il y a eu des choses qui ont été faites. Malheureusement, 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 l'indépendance tunisienne, elle a tout effacé. L'indépendance tunisienne, pour eux, le monde vit à partir de 1956. C'est comme s'il n'y avait pas d'histoire. Et puis après, il vit à partir de 1957, lorsqu'on a renversé la monarchie. Et il n'y a plus de respect à l'égard de cette mémoire de ces Tunisiens qui sont partis, qui se sont battus. Et c'est-à-dire que en Tunisie, les gens voulaient y aller. C'est-à-dire quand on a eu les circonscriptions, dès qu'on offrait de l'argent, beaucoup de candidats venaient pour partir à la guerre. C'est-à-dire que les riches, eux, ils essayent de trouver des excuses pour ne pas y aller, mais c'est pas grave. Une majorité, donc c'était quand je dis ceux qui ne voulaient pas y aller, je m'excuse de le dire, mais c'était les Israélites ne voulaient pas aller à la guerre, ils savaient ce que ça voulait dire. Par contre, les musulmans, eux, y allaient à la guerre. Ils y allaient, c'était du voyage, et c'est une leçon pour l'histoire, puisque nous savons qu'il y a quelques années, à partir des années 2010-2015, les alliés qui allaient le plus vers la Syrie, vers le Golfe, c'était de jeunes Tunisiens, parfois mariés avec de jeunes enfants, et ils sont partis pour l'enthousiasme de la guerre, et ils ont fini piqués au poignard, pour le dire gentiment. Donc les Tunisiens aussi, parfois, sont bons vers des ailleurs, et les contingents de Tunisiens qui sont partis pendant la Première Guerre mondiale, et qui ont eu des souffrances, qui ont été sacrifiés, alors ceux qui sont revenus, combien sont-ils revenus, etc. Bataillon de fric, où à un certain moment, on a parlé de faire un hôpital à Djerba pour récupérer les soldats qui y avaient servi. Et on fait beaucoup d'éloges, il y a beaucoup de respect à l'égard de ces gens-là. On se dit, il faut les aider, il faut leur offrir un cadre convenable, et on pense à eux, à Djerba, pour le rapatriement. On pense leur faire un hôpital et que le lieu convient à leur convalescence, etc. Donc ça, c'était la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il y a la paix. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pendant cette Première Guerre mondiale, le fossé avec les Ottomans va s'agrandir. Pourquoi?
parce que les Ottomans sont du côté allemand. Et pour cette guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent au djihad, ils appellent à la guerre sainte. Mais les Nord-Africains, qui sont alliés aux Franco-Anglais, n'appellent pas donc à la guerre sainte, ne suivent pas donc l'Ottoman. Voilà, c'était un élément important à dire. Après après la Première Guerre mondiale, il y a les principes de Wilson que vous avez appris à l'école avec les 19 points, ou les 20 points, ou les 12 points, je ne sais plus. Et là, il y a les principes du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Et donc, ces grands idéaux ont bien sûr leurs échos à Tunis, où nous avons eu le Cheikh Talbi qui rédige un destour dans lequel on doit respecter le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Et avec sa bonne volonté, il présente ça au bey. Et le bey dit: ah oui, c'est bien, je vais présenter ça au résident général, donc celui qui s'occupait de la gestion en Tunisie. Et alors le résident général lui dit: oui, mais c'est pas valable pour les Tunisiens, ça. Donc, et alors le bey, pas très malin, fait un discours et dit: oui, c'est bien cette constitution, mais elle ne convient pas au peuple tunisien. Alors tous les nationalistes tunisiens, les destructeurs, oh, ils étaient furieux. Comment est-ce que leur bey pouvait dire des choses pareilles? Et donc ils ont réclamé sa destitution. Il va être remplacé. Et dans les années 26, 27, 28, on va voir deux, trois beys qui vont se succéder l'un après l'autre. Et ensuite, nous avons la fameuse crise de 29. Là, la crise de 29, nous n'en sommes pas épargnés, puisque dans les années 30 aussi, nous vivons de grosses difficultés, où il y a une production, où les prix sont insuffisants, et où il y a quand même la famine. Et donc, il y a une contradiction de l'économie, et on ne comprend pas, et le système ne tient plus. Eh bien, les leçons de l'histoire valent toujours, puisque cette leçon vaut encore pour aujourd'hui. Si vous voyez aujourd'hui, nous avons de la production, elle ne se vend pas, et elle n'est pas rentable, et on n'a plus de mérou, on se passe du mérou, on n'a plus d'olives, on se passe d'olives, mais jusqu'où on va aller? On n'aura plus de production à un certain moment. Donc, vous voyez, ce que l'on vit aujourd'hui, nous avons des productions marines qui ont disparu. Nous avons aujourd'hui, par exemple, on s'attaque à l'huile d'olive. On a beau rabaisser son prix, malgré sa qualité, malgré tout ce que vous voulez, c'est pas rentable. Qu'est-ce qui est rentable? C'est acheter, vendre des terres, faire de l'immobilier, construire. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on arrive à faire une grosse opération d'arnaque, parce que c'est souvent des opérations d'arnaque. Vous prenez un terrain agricole, vous le transformez en immeuble, et vous vendez tout, vous avez gagné de l'argent, mais que vont faire les prochaines générations? Donc le devoir de l'État, c'est de préserver les ressources durables. Et si les oliviers, ils datent de 500 ans. On ne peut pas subitement les enlever. Vous savez qu'un olivier commence à mûrir à partir de 20 ans. Donc, il faut lui laisser le temps et il faut préserver ses ressources agricoles. Voilà. Donc, vous voyez que les leçons du passé sont toujours valables au XXe siècle. Alors, on est arrivé donc en 1934, c'est le fameux congrès des Destouriens. Là, je vous avais parlé de l'opposition entre les Beldia et les Biledines. Les Beldia, c'est l'ancienne aristocratie des Tunisois. Bon, vous savez ce que c'est. Et les Biledines, ce sont les provinciaux. Ils veulent la justice, ils veulent l'égalité, ils veulent, etc. Donc, et les Biledines ou les patriotes ou les nationalistes sont portés par entre autres, pas uniquement, mais Habib Bourguiba n'était qu'un adjoint à ce moment-là, puisqu'il avait son frère aîné qui était plus actif que lui. Enfin, il était avec d'autres personnes beaucoup plus dynamiques à ce moment-là, mais Habib Bourguiba était là. Et donc, nous allons avoir une scission du parti destourien avec le Néo-Destour fondé par les alliés de Bourguiba. Alors, les années 36, ceux qui connaissent l'histoire de France, vous savez qu'il y a eu les crises sociales, les grèves, qui se sont terminées par l'élection du Front populaire de Léon Blum. Okay, donc ça, on le sait très bien. Eh bien, en Tunisie, on a la même chose. On a des grèves dans les phosphates, dans les fermes agricoles, et les grévistes ne sont pas uniquement des Tunisiens musulmans. Non, il y a aussi ce que j'ai appelé à un moment, parce qu'en équivalent, ça ne vient pas de moi, mais quelqu'un a parlé des pieds gris. Les pieds gris aussi sont concernés. Les Italiens, les Maltais, les ouvriers aussi ne sont pas contents, donc ce sont des grèves sociales générales. Mais elles se terminent le 9 avril 1938 avec des émeutes, et en conséquence, on n'a pas une élection de quelque chose d'autre, non, on a la dissolution du parti destourien, l'emprisonnement de Habib Bourguiba,
et d'un certain nombre de leaders syndicalistes, etc. Donc, nous arrive la guerre. Bourguiba passe cette guerre en prison. Je crois qu'il a été transféré à Lyon. Je crois qu'il a été transféré à Lyon et il a été libéré par qui? Par comment il s'appelle ce nazi qui a été jugé, qui s'était réfugié en Amérique latine, le boucher de Lyon là, j'ai oublié son nom. Eh bien, il a été libéré par ce boucher de Lyon. Je m'excuse, j'ai perdu la mémoire. C'est pas grave. Donc c'est lui qui l'a libéré et Bourguiba revient un peu dans. Il est libéré par les Allemands, mais il ne prend pas le parti des Allemands. Il a une position très intelligente parce que au niveau du Destour, là encore, on a une nouvelle rupture. Il y a des Destouriens qui veulent aller vers l'Allemagne en se disant il faut jouer l'ennemi de notre ennemi. Et d'autres disent non, il faut rester avec la France parce que si on est redevable, elle nous sera redevable, donc si on est allié. Et Bourguiba, lui, il a un calcul très intelligent. Il dit l'Allemagne ne gagnera pas. Donc il ne faut pas aller avec l'Allemagne. C'est clair. Ouais, contre la Russie et l'Amérique, c'est une question de temps. Donc ce n'est pas la peine d'aller dans une voie qui est une impasse. Et donc Bourguiba prend plutôt le parti des Alliés contre le. Alors après la guerre, certains, quelques-uns de ces Destouriens qui ont été pro-allemands sont condamnés à mort, et puis graciés. Ils sont accusés de collaboration. Et puis pour le reste, on essaye d'apaiser la situation. Et même ceux qui ont été condamnés à mort, on les laisse quelques années en prison. Et puis après, on soulève un peu les mesures. Et puis après, on les libère. Donc ça a été fait à la tunisienne, hein, d'accord. Donc le Bey était quand même, oui, la guerre était loin. C'était le Bey Lamine. Il a libéré beaucoup de ces prisonniers qui avaient été condamnés à mort et condamnés à la collaboration, condamnés pour collaboration, etc. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une partie de Bourguiba. Je ne vais pas vous développer la partie de gestion du Destour entre Ben Salah, Ben Youssef et Bourguiba, très très intéressante. Il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire-là, mais ça mérite une page à elle toute seule. Mais je vais seulement vous parler que de Bourguiba. Bourguiba, après la Deuxième Guerre mondiale, quand la guerre se termine, il est mis en surveillance, parce que c'est un activiste politique. Donc, il est sous l'œil de la police et on le surveille. Bon, il ne peut pas faire de la politique dans ces conditions, et il s'échappe. Il va vers la Libye et il va se réfugier en Égypte. Et là, en Égypte, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un terreau intellectuel de débat où l'on parle des grandes batailles, où l'on parle de la guerre, où l'on parle des grands principes d'indépendance. L'Égypte le Caire en tout cas, était un lieu intellectuel extrêmement fort après la Deuxième Guerre mondiale. Et notre Bourguiba est là, dans ce milieu vif de discussion, d'intellectuels. Et lui, donc, il est très soucieux de l'indépendance de la Tunisie, contre le colonialisme, pour le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, pour la justice. Donc, il est à plein dans ces débats. En plus, il y a le panarabisme, il y a l'Égypte a une forte impression. En plus, il y a la question palestinienne. Donc, on parle beaucoup de ces choses-là. Et c'est tout un mouvement pro-arabe et anti-turc qui se développe au Caire, dans lequel Bourguiba est présent. Il participe à ces choses-là et il essaye par exemple, quand il y a eu la plainte, quand il y a eu le partage de la Palestine en 1947, et lui s'est dit, ah bah tiens, il faudrait qu'on recoure à l'ONU aussi pour la question tunisienne. Mais pour la question tunisienne, c'est pas assez grave pour pouvoir la porter à l'ONU. Donc il appelle ses adjoints, que sont Salah Ben Youssef à Tunis et Farhat Hached, qui était le secrétaire général de l'UGTT, l'Union syndicale. Il les appelle à créer plus de tension, car seule la tension va appeler l'intervention internationale et le soutien international. Donc vous voyez, il est malin et on ne le sait pas non plus. Bourguiba, donc il est à l'origine de l'agitation, il est aussi à l'origine d'une formation armée. Il se dit, on n'est respecté que si on est fort. C'est-à-dire,
il faut préparer une armée pour appeler la France à la négociation. La France ne négociera pas s'il n'y a pas une pression sociale, s'il n'y a pas une tension sociale politique, s'il n'y a pas un regard international et s'il n'y a pas une menace militaire. Et donc, Bourguiba soutient, parce que vous verrez plus tard, on va beaucoup plus accuser Salah Ben Youssef d'être plus provocateur, d'être intransigeant, etc. Mais vous voyez le tacticien Bourguiba, c'est-à-dire que c'est lui qui a mené qui a porté les tensions en Tunisie, et il arrive en Tunisie en 1959, mais il manipulait tout ça, enfin il travaillait de l'extérieur pour les tensions, pour que le Bey écrive au président Auriol, etc., etc., etc. Donc le nom que j'avais oublié hier, c'était le nom du gouvernement de Ahmed Schnick, qui est, à partir de 1951, se fixe comme objectif d'arriver à l'autonomie ou l'intervention tunisienne. On ne parle pas encore d'indépendance, on est prudent. Et le Bey lui-même croyait que l'indépendance était très loin, qu'il était loin de l'avoir, qu'on était éloigné. Bon, en 1951, les tensions commencent et Pies Mendes France vient couper quand les tensions montent. Un autre nom que j'ai oublié, c'était le nom de Jean Outlook. Son titre, c'était résident général. Donc, c'est-à-dire que là où Ben Youssef a été un bon écolier à Bourguiba, il fallait faire du sabotage, il fallait empêcher la bonne gestion, il recommandait au souverain de ne pas signer les documents, parce que vous savez que le souverain de Tunis, le bey de Tunis, régnait sans gouverner, mais il était obligé de signer. Et donc, Salah Ben Youssef lui recommandait et ne signe pas, comme ça tu retardes la promulgation des lois, et ça n'a fait que créer des tensions. Et Outlook arrive, maintenant il veut remettre l'autorité en place parce que ça suffit tout ce désordre. Et en voulant agir ainsi, au contraire, il provoque une tension sociale intenable, avec des assassinats, on a commencé à s'en prendre à des personnes, on a tué des personnes. Donc la tension vraiment commence à devenir assez grave. Et c'est dans ce contexte de l'année 1954 que Pierre Mendès France, qui vient d'être élu au Conseil, arrive à Tunis et fait un discours de Carthage et il se dit, allez, arrêtez les violences et on se dispose à vous donner l'indépendance sans condition en déant une année. Alors voilà, donc c'est bingo, mais ça voulait dire que c'est à vous de prendre vos responsabilités. Mais là encore, la France était de bonne coopération puisque au lieu de faire les choses nous-mêmes, eh bien, on les fera avec la coopération, avec vos demandes à vous. Donc l'idée était bonne, hein, on ne peut pas dire... voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'après c'est très intéressant, donc ça mérite une page à part pour parler du renversement de la monarchie et de la proclamation de la République en 1957. Il y a aussi des petits détails croustillants que l'on peut raconter. Par contre, quelque chose de très important dont j'ai parlé hier et que je n'ai pas fini. Quand je vous ai parlé du réseau social de Djerba, je vous ai parlé du réseau. En fait, la conclusion, je ne l'ai pas dite. En fait, Djerba, je vous ai dit, c'est une ruche. Le système social de Djerba est une ruche. Il n'y a pas de cité. Ce sont des fermes agricoles reliées l'une à l'autre et entre eux, vous avez des sentiers, des points de surveillance, des points de secours, que sont les mosquées, que sont les carrefours. Et donc, on ne peut pas pénétrer dans la ruche si on n'appartient pas aux abeilles, au monde des abeilles. Et on ne peut pas, et donc si on rentre avec l'adhésion d'une famille ou d'une connaissance. Mais on ne peut pas pénétrer dans ce réseau de la ruche, de la communauté, parce que c'est un système d'État communautaire. Je crois que c'est très intéressant d'un point de vue politique, parce qu'on connaît les États et on ne connaît pas le système politique basé sur la communauté. La communauté, ce sont des liens les uns par rapport à l'autre. Et quand vous voyez le système djerbien, les houches, parce que j'aime bien ce mot houche, les fermes agricoles ou les manoirs, ce sont des cellules autonomes pour la vie, pour l'éducation, pour la sécurité, pour l'alimentation. Elles sont à l'image de l'île, elles sont isolées, mais elles sont collées l'une à l'autre et elles sont toutes sur le même modèle. Et entre elles, vous avez des chemins tortueux, des routes, des sentiers, des djeds, etc., des passages secrets et des lieux de végétaux. Et donc c'est ainsi que
cette communauté se préserve. Et pour eux, lorsque les Français ont voulu faire des routes, c'était pas leur problème, puisque eux, ils roulent à bourricot, ils roulent en bicyclette, ils roulent avec des dromadaires. Et puis les voitures, ça n'appartient qu'à quelques hauts fonctionnaires, mais on va pas dresser des routes pour des hauts fonctionnaires. Donc c'était pas leur souci essentiel. Et donc l'autorité française, l'autorité du protectorat, va avoir toutes les difficultés du monde pour faire un réseau de transport. C'est un casse-tête, c'est impossible. Chaque maison appartient, enfin chaque manoir appartient à quelqu'un, chaque terre appartient à quelqu'un. On ne peut pas la traverser, on ne peut pas faire un chemin d'intérêt public. Et, et donc ce système va durer jusqu'aux années 70. Et bon, les années 70 vont commencer à disparaître, mais celui qui va détruire tout ça, le plus destructeur, c'est Ben Ali. Parce que Ben Ali, il ne s'embête pas, il n'est pas très cultivé. Lui, oh, c'est un problème, on fait une route directe. On fait une route directe, peu importe les droits de propriété, peu importe les droits de succession, peu importe les indemnités, on donne des indemnités, sauf si le gars il se plaint, mais de toute façon, les Djerbiens, c'est tous des émigrants, donc des émigrants, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont quitté leur pays et qui vivent en diaspora. Donc on va attendre qu'ils viennent, ils vont se retrouver devant le fait accompli, ils reconnaîtront plus ni leurs arbres, ni leurs palmiers, ni leurs oliviers, ni leurs tabias, ni quoi que ce soit. Et donc, avec Ben Ali, ça a été, on tranche sur la dune, en ligne droite, le chemin le plus court, et la bagnole s'impose, et les lumières s'imposent, et donc la végétation diminue, et la vie animale diminue, et la spéculation arrive, parce que à partir du moment où vous avez une route, les terres qui se trouvent aux abords de la route deviennent intéressantes, puisque vous pouvez faire des épiceries, vendeurs de tabac, vendeurs de benzine, et c'est ainsi qu'on a sacrifié complètement le paysage de Djerba. Et donc, c'est pour ça que la politique de Ben Ali a été extrêmement destructive, et plus que extrêmement destructive, encore plus grave, il en a fait un modèle. À partir du moment où vous, président de la République, ne respectez pas les lois, pourquoi voudriez-vous que les citoyens la respectent? Vous composez un modèle de truand, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils construisent comme ils veulent, ils détruisent comme ils veulent, et ça fait partie de la destruction totale de Djerba qui est en train de se passer depuis une vingtaine d'années. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. C'est pour ça que Ben Ali est le plus grand destructeur de l'île de Djerba, et ça se poursuit aujourd'hui avec la révolution, et tous ces gens-là sont devenus des électeurs, et ce n'est pas, on n'est pas prêt de voir quelqu'un qui défend le patrimoine, les traditions coutumières de Djerba, ni même l'UNESCO, puisqu'on appelle à l'UNESCO pour nous aider, mais l'UNESCO n'a rien compris. Et donc, elle va décider sur des choses qu'elle ne comprend pas, et personne ne comprend, parce qu'on a perdu notre connaissance du passé. Voilà. Donc, ce réseau routier, c'est pour ça que c'est un titre que j'ai appelé, comment j'ai appelé ça? La traverse de l'hymen, parce que c'est vraiment une violation brutale, destructrice, et le texte est très beau, j'aurais dû vous le lire. Voilà, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Bon, les gars qui me regardent en différé, parce qu'en direct, il n'y a personne. Ok, Malish. Alors, ceux qui me verront en différé, ben écoute, je vais m'arrêter là, parce que je commence un peu à saturer, et j'ai autre chose, et comme il y a des choses encore très intéressantes à dire, je préfère les dire dans un autre état d'esprit que dans un état d'esprit saturé, où on peut dire des bêtises. Alors, il y a beaucoup de choses à dire encore sur donc le renversement de la monarchie, vous avez parlé, sur la politique de Bourguiba, sur le Ben Ali, sur donc l'histoire récente, mais aussi sur l'identité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on nous a imposé l'identité arabo-islamique qui se réfère à un passé et qui prolonge sur l'avenir, sans considérer l'état présent de la société, donc la fameuse constitution de 1957. Bien sûr, ce point par rapport à la religion qui est absolument inutile et nuisible, et aussi la question de la langue, qui aujourd'hui se pose avec acuité avec la vision de monsieur Kais Saïd, nouveau président de la République, et je crois que c'est lui qui me pousse à parler français. Si lui se permet de parler en arabe pur, eh bien moi aussi, j'ai le droit aussi, en tant que Tunisien, et j'espère être un Tunisien et rester un Tunisien
et pas qu'on m'évacue euh, de la manière la plus abjecte, eh bien, j'ai le droit et je m'exprime en français sans complexe, parce que d'habitude, je parle un français tunisien. Mais là, de plus en plus, je suis tellement agressé par son attitude que moi aussi, je me permets d'utiliser le français. Donc, y a une page qui concerne l'identité. Alors, on vous parle d'une histoire arabe, mais si vous saviez, si vous avez vu le processus de l'histoire, vous savez que, par exemple, que Ahmed II, bey de Tunis en 1843-46, euh, abandonne le turc, abandonne l'osmanli. On n'appelait pas ça le turc, on appelait ça l'osmanli. Il abandonne la langue osmanli. Pourquoi? Parce qu'il veut se distinguer des Ottomans. Il se dit, nous, on est, enfin, c'est la régence de Tunis, c'était pas encore la Tunisie, mais c'est la régence de Tunis, et il pratique la lingua franca. Et il valorise l'arabe, parce qu'il croit à ce moment-là à un royaume arabe d'Afrique du Nord. Donc vous voyez, l'idée de l'arabisme se fait en opposition à l'osmanli, à l'otmanisme. Et donc vous voyez, alors comment pourrait-on dire que tout le récit est arabe? Non, nous avons eu des influences ottomanes très très fortes, et nous avons eu des influences de lingua franca aussi très très fortes. Et puis l'état du peuple, qu'est-ce que c'est que le peuple? C'est un peuple cosmopolite, c'est un peuple mélangé, enfin pas mélangé, je dis pas mélangé, mais un peuple avec de nombreuses communautés. Au nom de quoi vous permettez-vous de dire ceux qui appartiennent au peuple et ceux qui n'appartiennent pas au peuple? Et en plus, la question de la langue, c'est pas la langue qui est pratiquée tous les jours, c'est une langue à créer, c'est une langue à développer. Et c'est une langue que personne n'utilise. Quand vous écoutez, par exemple, le président de la République, il faut être lettré universitaire pour le comprendre. Et lettré, je veux dire, avoir étudié l'arabe, sinon on ne le comprend pas. Voilà, ok. Donc j'ai beaucoup de choses intéressantes, mais je vous donne rendez-vous ou dans quelques semaines au plus tôt, ou dans quelques mois. Yatikum saha et à très bientôt. Ciao, 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 ciao.